sont bons les carnets. Des fois, on passe à côté de choses importantes. Alors, c'est pas qu'on ait une responsabilité d'essayer de tout savoir, tout lire, tout comprendre. Au contraire, c'est plutôt pour essayer de comprendre pourquoi pour nous c'est là que ça se passe. Pourquoi c'est dans ce petit truc étroit. Et par contre, ce petit truc étroit, c'est seulement à condition d'y avancer, de continuellement le voir. Pas le sculpter, plutôt comme en sculpture aussi, on fait ça de l'intérieur à tâtons, mais justement pour arriver à comprendre c'est quoi d'être là et à cet endroit. Euh, et quelquefois on peine, quelquefois ça va lentement, quelquefois il n'y a rien. D'autres fois, on se donne des grands coups là, dans le dos, puis on avance. Moi, ça a été le cas il y a un an, par exemple, à reprendre la trace de Rabelais. Mais la trace de Rabelais en allant sous ces ciels, là, ou dans ces ruines qui restent encore, là, de masures ou de bouts de murs, dont on sait que c'est le XVIe siècle, que c'est de son époque, et puis que lui a été, ou bien parce que là, il y avait tel massacre de la guerre de religion, mais que c'était à peine 20 ans après lui, et que donc quand il décrit la guerre, eh bien, là dans la réalité des archives de ce massacre, mais on peut comprendre là, ce qui se joue sur la fiction du Gargantua. Et moi là, il y a toujours quelque chose qui me relie à Rabelais, c'est aller jusqu'à la mer. Aller jusqu'à la mer pour Rabelais, c'est Olonne, c'est le port d'Olonne, pas les sables d'Olonne, là où se construit le béton, le remblai, etc. Mais cette petite ville-là, avec son port d'Olonne, c'est de là qu'il fait s'embarquer Pantagruel, et donc ils s'en vont vers l'ouest. Et c'est ça où moi, j'ai toujours cette espèce de... ben oui, c'est ça l'enfance. Pourquoi l'enfance? Parce que au bout de la rue, là, Saint-Michel-en-Lerme, tu montais dans ce vieil arbre, ce vieux cerisier mort, mais tout au bout là, des 4 kilomètres, tu voyais la digue, et tu savais que toi, là, tu étais en dessous du niveau de la mer, mais qu'au-delà, elle était là, la mer, avec ce grand temps face. Et puis là où on passait les vacances, à 10 kilomètres de là, une petite maison que mes grands-parents avaient construite à la Gruyère où habitent un de mes frères. Maintenant, eh bien, tu fais ces 200 mètres de rue et tu arrives là, à aux faces mer, même si c'est l'île de Ré, même si tu aperçois par beau temps La Rochelle, de toute façon c'est ça, c'est le face mer, et j'en ai encore des rêves. Et je m'étais jamais posé plus de questions. Rabelais va là. Et pour lui, donc, quand il y a ce quart-livre qui s'ébauche, c'est aller passer par le nord, par le détroit de Bering. Lui, on a la tradition qui va à Saint-Malo, qui rencontre, qui a été jamais braillé. C'est encore une autre histoire à développer. Ça, ce sera dans le projet Rabelais. Mais cette équipe de Jacques Cartier qui, elle, est remontée là, avec cet estuaire, ce que les Québécois disent l'eau, tout simplement, et la carte que ramène Cartier, elle est fabuleuse, parce que au bout, il n'y a rien. C'est un grand entonnoir qui se rétrécit, mais au bout, ça reste ouvert. Et sur les côtés, il y a des choses qui s'ouvrent comme ça, vers les lacs, et tout, mais ça reste aussi ouvert. Et Rabelais développe ça dans le quart-livre, il mentionne dans le tiers-livre, donc on est 1546, le quart-livre en 1552, et pour Rabelais, il y a un énorme silence, un énorme vide, c'est toutes ces années de formation. Pantagruel, 1532, lui est probablement né en 1594, donc 38 ans, c'est 7 ans à Poitiers, par exemple. Aucune lettre, pas besoin d'écrire des lettres puisque tout le monde était là à cet endroit-là, mais c'était quoi là, le monde pour eux? Et le monde, évidemment, il y a un grand bousculement, c'est l'imprimerie, mais l'autre grand bousculement, c'est le voyage. L'aventure de Christophe Colomb en 1492, c'est juste 2 ans avant la naissance, enfin en tout cas la date supposée de naissance de Rabelais. Et 1522, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est Magellan. Et Magellan, enfant, pour moi, il y a toujours ce schéma, et c'est là, ce titre-là qui m'est venu juste là au moment de parler.
euh, d'avoir laissé passer des choses importantes. C'est-à-dire, Magellan, c'est comme 1515, c'est une date. C'est une date, c'est quoi? C'est un type qui aurait fait ça, là, qui aurait tourné dans ce sens-là, qui serait revenu au point où il était parti. Et est-ce que je me suis jamais posé des questions là-dessus? Non, je me pose des questions sur... alors, par exemple, comment Rabelais a pu avoir conscience, ou du moins savoir, du voyage de Magellan? Oui, hein, il y a des éléments très précis qu'on peut retrouver là-dessus, sur comment diffuse l'existence même de ce savoir, et les questions politiques qui font que est diffusé ce savoir d'un tel voyage. Donc la question, c'est pas Magellan, pour moi, c'était c'est quoi l'imaginaire du monde pour Rabelais? Mais je m'étais jamais imaginé à l'envers que la question, tout simplement, c'était c'est quoi mon imaginaire du monde à moi? Alors dans l'enfance, évidemment, là, j'ai juste retrouvé ça là, dans les chambres d'enfants, là-haut, ce petit bricolo à 5 balles. J'ai aucune idée même d'où ça vient. C'est pas un globe terrestre, c'est pas un globe qui fait rêver, ces deux petites coques là à peine d'alu ou même pas de plastoc et puis coloré comme ça, mais pour moi je me souviens très très bien, et c'était forcément après la sixième, le globe terrestre que j'avais demandé à avoir, soit un Noël, soit un anniversaire, mais comment ce globe là faisait rêver, comment on y cherchait, et pourtant est-ce que je me suis jamais interrogé sur précisément ces cartes là, et cet imaginaire même qu'on cherchait nous, voilà, dans le globe. Regardez le voyage de Baudelaire. Est-ce qu'on en a encore besoin maintenant avec les flux d'images qui nous adviennent de partout? Bon, alors tout ça, faut que j'en revienne. J'avais loupé quelque chose d'important. Alors, il se trouve que Verdier, vous savez, la collection jaune, indépendamment du fait qu'ils se sont mis tout d'un coup à me... Hop là, tire-toi de là, parce que je faisais trop de web pour eux. Ah, tu ne te rends pas compte du mal que tu fais au métier. J'ai continué, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et j'ai quand même un paquet de titres pour eux qui sont ma vie. L'enterrement, paraît qu'il est en folio, mais j'en ai jamais de nouvelles. Prison, temps machine, paysage fer, et puis mécanique. Mécanique, c'est 2001, c'est la mort brutale de mon pauvre père. Et puis pendant quelques semaines, là, je me mets à noter là, tout ce qui revient, là, de rêves, d'images et tout ça. Et puis c'est ça un éditeur. J'amène ça à Gérard Mobillet, Verdier. J'ai dit, ben, tiens, j'ai ça, je retravaillais là-dessus. Puis lui me dit non, faut pas retravailler, il faut le publier. Puis mécanique, wow, là, septembre 2001, tu vois, c'est génial. Je devais avoir un article dans Le Monde, un article dans Libé. Je passe à France Inter, c'était avec Michel Piccoli. On a parlé de la mort de Coltès. Oh là là, on sort là après le journal d'Inter, après le 13h, là, on traverse la rédaction, tout était désert. Il y avait eu des grandes infos. On avait trouvé à l'ambassade américaine de Moscou, je me souviens toujours, un chat portant un petit micro-émetteur sur la queue. Puis j'arrive au Montparnasse, bon, rien de spécial, et puis boum, t'arrives chez toi une heure après, c'était le 11 septembre 2001. Et Verdier, donc mécanique, je ne suis même pas sûr que ce soit dans cette collection de poches. Je sais qu'ils ont repris Paysage Fer, là, dans cette petite collection. Et là, tout d'un coup, je vois une info, tiens, Verdier a renouvelé sa maquette des livres de poche. Bah, très bien, elle est super jolie en plus. Enfin, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la précédente, mais bon, parfaite lisibilité. Et là, Romain Bertrand, qui a fait le tour de quoi? Oh ben voilà d'un titre. Mais sous-titre, l'affaire Magellan. Alors, tu dis, l'affaire Magellan, bon, des affaires, ça fait un peu Pierre Bayard, etc. Mais justement, là, en ce moment, puisque je suis tellement dans Rabelais, tu vois, se dire, Rabelais va à Olonne, voit la mer pour la première fois, il y va à pied, on a la trace, il passe par Luçon, par Saint-Michel-en-l'Herbe-la-Dive, mais mon pays de naissance, et
On le sait parce que plus tard, c'est de là qu'il fait partir ses navigateurs. Olonne-sur-Mer, c'est là où mon grand-père était instituteur, c'est là qu'est née ma mère, au château euh, d'Olonne. Et tout d'un coup, tu te dis, tiens, Magellan, qu'est-ce que je sais de Magellan? J'en savais quand même un peu. Je savais que Magellan, ils partent là, oulala, plusieurs centaines, 5 bateaux, des énormes bateaux, je savais qu'il y avait eu une rébellion au Brésil, durement réprimée par ce Magellan, mais qu'est-ce que je savais de Magellan? Portugais, ouais, mais il navigue pour l'Espagne. Et puis ensuite, il y a toutes ces images qui sont évidemment devenues symboliques, l'errance là dans le Cap Horn, là, tout ce détroit, ce labyrinthe, là, ce qu'on va trouver, ce qu'on va pas trouver. Puis ensuite, dans le Pacifique, alors là aussi, la légende, on en a tous une petite part, comment ils vont traverser littéralement la famine avec le scorbut, et les dents qui tombent, les morts, et puis finalement, ils arrivent là, en Malaisie, dans ces archipels des Philippines. Et puis, Magellan, il meurt. Et lui, il fait pas le voyage de circumnavigation. Par contre, 35 marins sur un seul bateau finissent par revenir à Séville. C'est difficile, même au Cap-Vert, il y a encore qui sont emprisonnés justement par les Portugais. Et on a par ce type-là qui, lui, a fait tout du long, qui était embarqué pour tenir ce récit, une relation avec des yeux d'homme de son époque, avec tout ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il raconte, mais on a donc un récit de cette circumnavigation, et le nom de Magellan devient, j'allais dire, l'emballage. Voilà, ça c'est ce que je savais, en gros. Alors tu te dis, petit livre de poche, 9,50 €. Ah non, tu vas pas louper ça. En plus, Romain Bertrand, je croise régulièrement sur Facebook. Donc, tu prends des informations, des conseils de lecture. Et puis, je découvre que ce gars, c'est un spécialiste de l'Asie du Sud-Est, justement, de tout ce monde asiatique et de son histoire. Est-ce que moi, j'ai eu besoin d'aller y voir dans cette histoire? C'est pour ça que je disais, on est dans un petit point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au bout de ma rue qui va vers la mer. C'est l'ouest, et puis tu passes par là. Et là, alors j'apprends aussi, parce que ça aussi, c'est un point un petit peu, pas commun, mais Verdier, là, dans le temps qu'on était bien copains. Moi, j'ai assisté à la naissance là, de ce banquet du livre à la Grâce. On a fait des trucs, des stages d'écriture, c'était formidable. À la fin, dans les remerciements, j'ai trouvé des gens que je connaissais. J'ai fait une lecture Rabelais au banquet du livre en 1997. C'est des grands et bons souvenirs. Et depuis que c'est, je crois, Patrick Boucheron là, qui a pris un petit peu la direction intellectuelle de tout ça, eh bien, il y a des conférences le soir, et là, il s'agit de 5 causeries faites à la Grâce. Donc, quelqu'un de tout près vous raconte l'histoire de Magellan. Alors, se dire, là, tu vois, il y a au moins 10 minutes que je parle, et j'ai toujours pas parlé du livre. Oui, mais tu parles de quoi? Quelquefois, vous manquez des choses importantes. C'est-à-dire, ce livre est paru, je crois, en 2022. Les causeries ont été faites en 2020. Et là, début 2024, paraît donc leur reprise en poche avec ce tout petit volume, des belles cartes, mais qui garde cet esprit-là des 5 chapitres avec 5 causeries. Alors, en faire un compte-rendu, une chronique, etc. J'ai dit que maintenant, pour moi, c'était pas ça. Je veux pas ça sur la chaîne. De toute façon, vous voyez, le monde de l'imprimé, ils s'en fichent du web, ils aiment pas le web, ils ont peur du web, tout ça, etc. Ça va être réciproque. Par contre, quelquefois, vous manquez des choses importantes. Ça, par contre, là, je veux explorer ça. Qu'est-ce que j'avais manqué? Qui était Magellan? Par exemple, en Malaisie, la ville de Malacca.
Ah ouais, tu connais Sumatra, t'as quelques noms comme ça qui te restent, quelques noms d'îles, Bornéo et tout ça, mais Malacca. J'ai pas d'image, j'ai pas d'histoire, j'ai jamais lu de poésie ou d'auteur. Et Malacca, tu découvres que dans ce tout début du XVIe siècle, c'est-à-dire là justement en 1500, 1510, eh bien c'est les Portugais, roi Manuel Ier, quelque chose comme ça, qui s'emparent de Malacca. Et que Magellan est un des soldats qui fait partie de ceux. Alors c'est même une histoire compliquée. Alors tu as toujours cette légende. On demande à implanter quelque chose grand comme une peau d'animal, mais c'est toujours le vieux coup. Tu prends la peau d'animal, t'en fais une grande lanière, t'as de quoi faire et puis finalement t'as un champ de 400 mètres carrés, et puis ils établissent un fortin, et puis ils balancent là les canons qu'ils ont sur les bateaux, et puis bon, tu t'empares de la ville, ou en tout cas tu portes à négocier, et tu en fais une possession portugaise, et c'est violent, c'est dur, et déjà, là, donc, Romain Bertrand, il nous fait découvrir qu'est-ce que c'est cette société, là, à Malacca, peine à l'aube du XVIe siècle, et qu'elle est en contact avec la Chine, qu'elle est en contact avec la péninsule, Vietnam, Corée, Japon, et qu'on retrouve aussi des univers qui viennent de l'Inde, et ça se manifeste par des objets, par des circulations, par des... pas vous refaire, je vous dis, ça se lit tellement bien, tu lis ça, mais tu arrives au bout, tu es tellement émerveillé que... Donc, ce Malacca qui surgit, il surgit avec la force là qu'ont par exemple ces villes espagnoles quand tu lis le Don Quichotte des mondes, là, comme lui va nous faire aussi revivre ces villes. Et la preuve aussi que Magellan participe à ce qui ramène un esclave, un gamin pauvre ado de 13 ans. Qu'est-ce qu'il en fait de son esclave de 13 ans? On ne saura pas trop. Mais enfin, là, dans son testament, il dit qu'on lui rend la liberté, qu'on lui rende la liberté à ce Henrique. Il le ramène en Europe. Ah, c'est beau, un petit esclave noir adolescent. Et il aura un rôle important là dans le voyage de Magellan, parce que quand ils auront fait tout le tour et qu'ils arriveront en Malaisie, par l'autre côté, c'est ce Henrique qui sera l'interprète, qui permettra les échanges. Et puis quand ça tourne mal, parce que après la mort de Magellan et que ces types survivent en pillant violent et passant d'une île à l'autre et reproduisant le même schéma de violence, s'accaparer des épices, eh bien ce Henrique va déserter. Et que probablement, là, parce que ces routes maritimes, que aucun d'eux, là, de ces occidentaux du début du XVIe siècle ne suppose exister. Ah ouais, nous, on s'en va vers l'inconnu. L'inconnu est forcément vide. L'inconnu est forcément désert. Eh ben non. Et Romain Bertrand va nous le montrer comme quand ils approchent justement de Rio de Janeiro et qu'il y a cette révolte. Et Magellan, c'est pas un tendre, c'est-à-dire les deux capitaines là, qui ont mené l'insurrection, on les fait démembrer, ça suffit. Donc au moins la question est réglée. Et puis les marins qui s'étaient mis avec eux, c'est l'estrapade, on les attrape comme ça et on les soulève, on les rattrape jusqu'à ce que là encore les bras soient démembrés. Je sais pas si après on les jette à l'eau ou on les laisse crever. Et il y en a deux là qu'on laisse sur la côte. Débrouillez-vous, nous on veut plus vous voir et on repart. Donc quelque chose d'extrêmement dur. Et donc voilà, je suis tout en désordre. Mais quand ce Magellan là, revient après Malacca, il est toujours évidemment au service du roi du Portugal. C'est la guerre. La guerre, elle est au Maroc. Ceuta, c'est-à-dire comment les Portugais, là encore, avec et puis ce qu'on dit d'eux, ils sont comme des crabes, ils explorent les côtes, ils font des petites enclaves, mais ils explorent jamais l'intérieur. Donc c'est cette circulation par l'extérieur, par les côtes, il y a tout un tas de petits concepts qui changent. Et dans la violence de cette guerre au Maroc, qu'est-ce que ça peut leur faire de guerroyer à Malacca ou à Ceuta? Pauvre Magellan, on lui tue un cheval qui lui avait coûté si cher, et puis on lui paye pas sa solde parce qu'ils ont tout perdu, et puis etc. Et puis, je crois, alors est-ce que c'est Malacca? Oui, il a perdu en particulier l'usage, je crois, de sa jambe gauche. Il boitait, un mollet ne marchait plus. Eh bien,
grosse altercation avec sa hiérarchie militaire et même directement le roi, parce que c'était quand même un lieutenant de haut lignage. Et non, vous voulez pas me rembourser? Si c'est ça, je pars. Et partir, bah, vous savez, quand on fait la route en voiture, nous, de Lisbonne à Séville, c'est pas long, hein. Ben, eux, à Séville, et là, il y a ce merveilleux chapitre de Romain Bertrand sur qu'est-ce que c'est Séville? Une ville internationale, c'est-à-dire des gens de toute l'Europe, même dans les 35 qui reviennent tout au bout de l'équipée de Magellan. Il y a des Allemands, il y a un Français, un seul, un Normand qui est charpentier. Et à Séville, il y a tout un quartier portugais, il y a toute une communauté portugaise, tous justement, est-ce que ce sont des traîtres, des félons au roi? Non, mais en tout cas, c'est des modes d'opposition politique constamment. Et puis, il y a ce rapport aussi avec l'islam. Là. Don Quichotte va sourdre là, de toute cette confrontation. Et Romain Bertrand, alors toujours pareil, c'est cette génération-là, comme Jérémie Foix, tiens, je ne sais même pas s'ils se connaissent, quelle importance, mais de nous faire refabriquer par l'écriture des mondes. Et dans ce monde-là de Rueil, de Séville, qui est le petit Portugal, bon, il y en a un, par exemple, un nommé Falaeiro. Et ce Falaeiro, c'est une espèce d'illuminé. Et lui, là, son truc, c'est ça, c'est les routes, c'est les cartes. Et là encore, Romain Bertrand, il y va de près. C'est-à-dire, c'était quoi leur savoir des cartes? Et justement, les cartes et les récits qu'on a ramenés de Malacca. C'est-à-dire qu'on apprend à déchiffrer pour ses propres routes vers l'inconnu ce que sont les routes connues des mondes qu'on dit inconnus, qu'on a pu rejoindre, les propres cartes qu'ils ont dessinées. Et ce Faleiro, là, apparemment, personne ne sait même pas si c'est le bon nom, je parle comme ça, et je suis en tension parce que je me dis c'est tellement fort là, ce que je viens de vivre, là, de l'avoir lu en 3 soirs, que j'aime pas. Là, des fois, tu peux te faire là, une liste de noms propres, tiens, quand tu as 70 balais, c'est comme de faire une petite liste de noms propres invisibles quand tu fais une vidéo, et puis tu aurais, tiens. Non, et ce Faleiro, c'est lui qui, avec Magellan, qui doit déjà bien avoir ses 30 balais, conçoivent une idée de passer par le sud du continent américain. Il doit y avoir une traverse. La mer qui est de l'autre côté, on l'a vue. On l'a vue où? On l'a vue de l'autre, à pied, en traversant le détroit de Panama. Et on est à Séville, ville espagnole. Et là, c'est là tout où je pense que Romain Bertrand, alors, peut justement, être passé à côté de choses importantes. C'est le contexte. Ce contexte, c'est... Alors, pourquoi il reste à Cartier et les autres que la traversée, aux étoiles, tu traverses toujours sur la même latitude, et puis ça va être... le Québec de tous les 50 km des immigrations d'ailleurs différentes, homothétiques de la répartition, là en France, Belgique, eh bien, puisque le Portugal, avec Malacca, s'est pris ce qu'il y a de l'autre côté du cap de Bonne-Espérance, est-ce qu'on en ramène? Parce que les routes de la soie, le grand commerce là, qui passe par la terre, qui vient de Chine, par les caravansérails, la Turquie, eh bien on va avoir des routes directes, et ces routes directes qui ramènent les épices. Les épices, c'est pas pour donner du goût là, à votre sauce curry, non, c'est les onguents, c'est les soins, c'est le médicinal, et c'est toute une valeur économique, une valeur d'échange. Là encore, en quelques pages là, de causerie sous le peuplier, comme il dit, tout d'un coup, ah ouais. Et donc, il y avait ces 2 pays, évidemment, en relation hostile. Donc, le Portugal, Cap de Bonne-Espérance, ce qui est au-delà, c'est à nous. Et vous savez, par exemple, le rhinocéros de Dürer, ça j'en ai parlé, c'est tellement important pour nous là dans l'histoire simplement des représentations. Mais hop là, je ne digresse pas. Et Romain Bertrand, il ne nous en parle pas du rhinocéros de Dürer, mais ça c'est ce qui vient du Portugal avec l'Inde. Il en parle quand même. Goa, par exemple.
À Goa, il s'est passé tellement de choses. Goa, moi j'y suis allé à Goa. Qu'est-ce que... il y a longtemps. Qu'est-ce que c'est pas important ici. Mais quand il parle de Goa, moi je revois ces églises portugaises et ces couleurs là qui se mélangent là sur, dans le vieux Goa. Et puis l'Espagne, bah, eux, c'était donc, il leur restait quoi? Eh ben, la route de l'Ouest avec le Mexique. Et puis en dessous le Mexique, eh bien, l'Argentine. Et, bah ouais, ce qui deviendra après le Brésil. Le Brésil, lui, ce sera la langue portugaise. N'empêche que Herman Cortés et Vasco de Gama et Amerigo Vespucci, j'entre pas dans ces choses-là, mais ce bipartisme provoque là l'idée de Magellan. C'est-à-dire que le Portugal a pris ce côté-là, Cap de Bonne-Espérance, et ce qu'on peut ramener en allant comme ça vers l'Est. L'Espagne a pris ce qu'on peut ramener en partant vers l'Ouest. Eh bien, si en partant vers l'Ouest, on va plus loin, et que la Terre soit ronde, c'est pas une découverte. Il revient encore, il nous cite ce si beau passage d'Aristote, c'est-à-dire que quand il y a une éclipse, le dessin qui se forme sur la Lune ne peut être que l'ombre de la Terre. Donc on a la preuve que la Terre est ronde. Mais la preuve que la Terre est ronde, ça suffit pas. Il y a un autre passage qui est formidable. Cet illuminé, là, qui d'ailleurs n'aura pas le droit d'embarquer avec Magellan. Au bout du compte, l'Espagne se méfie quand même. Et juste là, dans les jours précédant le départ, quand tous les bateaux sont armés, eh ben, on retire un certain nombre de Portugais pour mettre des Espagnols à la place. C'est pour ça aussi l'insurrection, le truc. Eh bien, ils emmènent un globe. Ils vont voir les autorités de ces villes et ils ont un globe. Évidemment, ça doit être un globe bien mieux que ça. C'est quelque chose. Regardez à la BNF, à Dijon aussi, à la bibliothèque de Dijon, c'est peut-être les plus beaux globes que j'ai vus. Ces grandes choses comme ça, très lourdes. Alors, je ne sais pas quelle taille il faisait, le globe qu'emmène Magellan et Falero. Et ils vont montrer, là, la route qu'ils comptent prendre. Et il y a un très beau passage parce que, dans la relation qui en est faite, il dit qu'ils montrent par où ils vont passer. Mais que sur leur globe, ils n'ont pas dessiné le détail des routes pour pas qu'on leur vole l'idée. C'est fait de choses comme ça, et c'est fait de choses comme ça, on passe d'une chose comme ça à une autre. Alors c'est fait à chaque fois, à chaque page, se renouvelle cette espèce de petit jaillissement. Alors on se doute bien quand on voit la bibliographie du monsieur, là, que si on veut approfondir, ben on pourra. Je crois qu'il y a un autre livre justement beaucoup plus important qui sort en mars justement sur ces sociétés-là, de l'Asie du Sud-Est et leur histoire. Qu'est-ce qui est important? Là, quand ils arrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le détroit de Magellan, Ushuaia, tout ça, eh bien, il y a un bateau, il repart en Europe, ils ont les jetons, ils ont la trouille, il reste donc à 3 bateaux. Ces 3 bateaux-là, alors Magellan, ils vont attendre 15 jours parce qu'ils pensent que ce bateau-là non, ils savent pas, et qu'il est reparti en douce. Et puis un autre va chercher, baie après baie, enquillement après enquillement, rocher après rocher, et il finit par trouver le passage. Alors à ce moment-là, ouais, Magellan, il a gagné. On s'en va, mais c'est des mois de navigation, et là, alors il nous raconte une histoire de petits céleri que les gars avaient, une espèce de plante inconnue là, qu'ils avaient ramassée justement, là, qui était le seul truc qui poussait encore, qui les a partiellement sauvés de la famine, mais ils la conservent dans du vinaigre, ils boivent du vin, donc tout ça détruit le peu de vitamine C qu'ils ont. Et puis les récits de la famine, là-bas, il reste des peaux de bœuf, la peau tu l'as fait tremper pendant 3 jours ou 5 jours dans l'eau de mer, là, tout au long du bateau, et puis quand elle a bien trempé pendant 3 jours, tu la sors, et là tu peux la mettre sur des braises, et tu pourras la mastiquer. Et il nous dit par exemple que Magellan était un de ceux qui récitait le mieux à la fin. Tu bouffes les quelques rats qui peuvent rester. Il parle du goût et de l'odeur des pauvres biscuits pourris qu'ils avaient embarqués et qu'il leur reste. Et puis finalement, dans ce monde immense qu'est cette mer-là du Sud, on finit par trouver des îles. Et c'est là où Romain Bertrand est vraiment fascinant. Je ne sais pas si l'idée lui appartient ou si lui-même l'a recueilli de travaux collectifs.
c'est pas seulement cette histoire d'imaginaire, c'est-à-dire cet imaginaire occidental. euh, on va là où personne n'a savoir. Ben si, c'est des continents d'infini savoir, d'infinie complexité, d'infinie circulation. De circulation vers la Chine, de circulation vers l'Inde, de circulation d'île en île. C'est des routes, c'est des échanges, y compris justement de textes, de cartes, de faits religieux, de rituels aussi. Et là encore, le peu qui nous en cite, c'est littéralement fascinant. Mais ça, ces Occidentaux, qu'est-ce qu'ils en savaient? Non, eux, ils ont un Dieu, un maître. Donc on va convertir de gré ou de force. Et puis ce qu'on cherche, eh ben, c'est s'approprier de la richesse et puis tromper. On a embarqué des tas de petits couteaux. Par exemple, il y a un passage fascinant aussi, justement, au moment du Cap Horn. On voit des grands types beaucoup plus grands qu'eux. Qu'est-ce qu'on fait? On les met au fer. Et puis il y en a un ou deux dont on va se saisir pour les ramener en Europe au titre de curiosité. Mais ces savoirs, ces peuples, pourquoi ils se mettent des pigments rouges sur la peau? Ça, on le décrit effrayé, mais on n'ira pas plus loin. On n'essaiera pas de comprendre d'où viennent ces hommes, quelle migration les ont amenés là. Et quand on débarque dans cet archipel malais, mais par le côté est, dans cet envers-là de ce qui était la conquête de Malacca par les Portugais, là, tout d'un coup, il y a cette, j'allais dire, révolution copernicienne. Pourquoi Magellan et sa troupe, encore consistante, ne s'en emparent pas? Parce que justement, comment savoir si, quand on rejoint cet endroit-là, est-ce qu'on est déjà dans la partie du monde qui, entre l'Espagne et le Portugal, a été concédée au Portugal, alors que Magellan quittait le Portugal pour se mettre au service de l'Espagne? Ou est-ce que l'Espagne, donc qui peut prendre possession de... Il y a des règlements, il y a des textes, on prononce un texte dans sa propre langue, là, qui établit que vous prenez possession, comme le drapeau américain sur la Lune. C'est un peu plus compliqué maintenant. Regardez l'Antarctique, on arrive à plus ou moins... mais on est encore tellement dans... J'allais dire préhistoire. C'est une préhistoire qui est... alors qu'on est en train déjà d'avoir tout mis en œuvre pour que tout s'écroule. Peut-être que là, tout d'un coup, tu comprends ça. C'est-à-dire que tu comprends en quoi ces types, déjà, il y a 500 ans, amenaient cet écroulement avant d'essayer quoi que ce soit de comprendre ce qu'ils pouvaient. Alors évidemment, on arrive aussi dans un monde extrêmement dur, extrêmement cruel, extrêmement sauvage. Donc dans cet archipel, Magellan établit des relations commerciales, et puis eh ben, le roi, là, le sultan de cette île, dit ok pour ça, mais à condition que là, dans l'autre île, Makran ou je sais pas quoi, vous alliez m'aider parce qu'eux, ils sont en état d'insurrection. Et c'est là, dans ce Mactan, cette toute petite île-là, c'est là, dans cette île de Cebu, où ils ont fini par amérir, que le potentat les envoie à Mactan, et que Magellan fait cette bourde, j'en sais rien. Il s'imagine que c'est un petit village, c'est une petite île. Donc il va lui montrer à son nouvel allié. Il va lui montrer que lui, s'il y va avec 50 bons hommes et leurs armes à feu, eh ben, ils vont tout brûler, et puis que la question sera réglée. Et comme ça, le lien entre lui et le potentat de Cebu, il sera ferme et définitif. Sauf que quand Magellan et ses 50 soudards débarquent là dans la petite île de Mactan, avec ceux qui se sont révoltés contre le potentat de Cebu, eh ben, il y a 1500 types sur la plage. Et là encore, il y a une espèce d'alchimie où Romain Bertrand nous raconte, mais sans arrêt nous redonne la relation là, qui est du voyage de Magellan, nommé Pigafetta. Et ce Pigafetta, c'est lui qui nous a légué ce qu'on appelle le voyage de
Magellan. Quand ils s'aperçoivent que non, ils n'y arriveront pas, qu'ils ont brûlé 3-4 maisons, mais qu'il faut repartir. Ils font marche arrière dans le lagon. Leurs bateaux ne peuvent pas approcher, donc il faut marcher à pied en reculant. Et tous les types les cernent. Et Magellan, ce qui s'en va le premier, comme Napoléon sur la Bérésina. Non, il reste devant ses hommes. Il est celui qui les protège. Il a une lance et une épée. Et simplement, il s'est fait blesser au bras au moment où il veut sortir son épée. Le bras flanche. À ce moment-là, c'est qu'il a une jambe qui ne répond pas. Il prend un coup de gourdin sur l'autre jambe. Il tombe à plat ventre dans cette eau de 50 cm de profondeur. Tandis que ces hommes se retirent, ils vont être 5 ou 6, dont Magellan, qui vont être là, massacrés sur place. On est à 3500 km encore de Malacca. Après Malacca, on connaît la route, on connaît le chemin. Ces hommes savent naviguer, c'est tellement impressionnant. Qu'est-ce qu'ils ont comme savoir des étoiles? Qu'est-ce qu'ils ont On a des relations aussi, là. On nous dit, parce que tel bateau a été pillé, donc il n'y a plus les astrolabes. On a perdu, là, tous ces outils, les compas, les sextants. Et de cette île de Cébou jusqu'à Malacca, là encore, les routes, alors c'est pas des routes faciles. Les bateaux, on va les voir errer d'une île à une autre. Ce sera quelque chose aussi de pathétique, aussi pathétique que la Pérouse 200 ans plus tard. Mais le Henrique, l'esclave, ramassé à 13 ans à Malacca pour rendre quel service à M. Magellan, lui, il en profite pour s'échapper. De toute façon, il parle la langue, et les autres non. Et c'est lui-même qui, au potentat de Cébou, va dénoncer. Alors, dénoncer pourquoi? Les Espagnols, ou en tout cas l'équipe, là, qui inclut des Espagnols, des Italiens, des Hollandais, des Français, des Allemands, là, sur leurs 3 bateaux restants, les viols qu'ils ont commis contre toutes les traditions, là, de l'hospitalité, ou tout simplement de l'organisation sociale très complexe de la Malaisie et des Philippines. Et en échange de ça, il s'éclipse. C'est-à-dire que probablement, lui, en moins de 3 mois, il est retour à Malacca. Et donc le premier qui aurait fait ce tour-là, partir de Malacca, et lui ensuite c'est Lisbonne, puis ensuite c'est le Maroc, et puis ensuite c'est Lisbonne, et c'est Séville, et l'équipée de Magellan, et puis arriver là, à Cébou, probablement revenir, ou à 13 ans, il a été enlevé. Et 20 ans plus tard, ce serait là que cet Henrique aurait été celui, et non Magellan, qui aurait bouclé le premier tour du monde. Ça paraît des petites choses. Moi, l'important, c'est ça, et merci, là, Romain Bertrand, c'est en quoi, tout d'un coup, tu t'aperçois que la question que tu n'avais pas posée sur ce Magellan qui part devant lui et qui fait tout le tour, qui affronte des famines, qui affronte des guerres, mais jamais posé de questions sur cette société éminemment complexe dans laquelle il ne débarque qu'avec ou pour la violence. Et en quoi, par exemple, c'est fascinant le moment où Romain Bertrand, en reprenant un petit peu les chroniques de cette société entre Malaisie, Philippines, jusqu'à la Chine, des chroniques qui sont extrêmement détaillées. Eux, c'est équipé de 3 bateaux perdus, on n'en fait pas mention. Dans une autre île, là on commence à négocier, on commence avec le tout petit peu qui reste à racheter des clous de girofle. Et oui, mais dans le port, encore d'une autre île est venu un prince qui va épouser la fille du roi. On a l'impression d'un conte d'Orient. Ouais, mais il arrive dans un bateau, et des bateaux qui valent bien mieux que les bateaux là, espagnols ou portugais, où sont chargés tous les trésors de la dot et les suivantes de la jeune mariée. Ce sera le dernier fête de gloire. On prend le bateau, on pille, on transfère la cargaison, on tue les bons hommes, on enlève les filles, et on s'en va. Qui a fait le tour de quoi? Je ne vais pas plus loin parce que toute l'histoire ensuite, non seulement du retour dans cette opposition, cette guerre entre
Espagne et Portugal, et puis ensuite comment ça avec l'essor de Charles Quint, tout simplement, et là on va retrouver Rabelais encore. Comment le symbole de ce tour du monde devient un symbole de domination politique. On en sait beaucoup moins au bout qu'on croyait savoir au départ. Qui a fait le tour de quoi? Et là, moi, j'étais passé à côté de choses importantes. Romain Bertrand, 9,50 € chez Verdier, 5 causeries en été sur les peupliers.